Et pour commencer cette émission, je suis ravie de recevoir Dominique Chargé. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes président de la coopération agricole, fédération qui regroupe donc les coopératives agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles et forestières. Et vous publiez donc ce livre, Idées reçues sur les coopératives agricoles. C'était aux éditions du Cavalier Bleu. 14 idées reçues. Alors, je vais donner quelques exemples. Les coopératives agricoles ne sont pas réellement gouvernées par les agriculteurs. Elles ne paient pas d'impôts. Elles sont déracinées de leur territoire. Ma première réaction quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu cette liste d'idées reçues, c'était la surprise. Est-ce que vraiment, il y a des gens qui pensent ça aujourd'hui? Est-ce que ce sont des réflexions que vous entendez, vous, dans votre quotidien? Oui, on est parti, et c'est un parti pris que nous avons eu dès la naissance de l'idée de ce livre, c'est de partir de ce qu'on entendait comme idée reçue justement sur les coopératives agricoles, dans la mesure où c'est un modèle qui est un modèle assez exceptionnel, puisque c'est un modèle qui part à l'origine de l'initiative d'hommes et de femmes sur les territoires et qui bâtissent finalement, à travers des projets collectifs, leur destin collectif de territoire économique pour leurs exploitations agricoles. Donc on a voulu faire un livre pédagogique. Et pour que ce livre soit vraiment pédagogique, eh bien, on a voulu partir de ce qu'on pouvait entendre comme idée reçue sur les coopératives agricoles. Donc il y a effectivement, plus ou moins répandues, ces 14 idées reçues qui circulent et que l'on a voulu, j'allais dire, à la fois comprendre pourquoi est-ce que ces idées reçues existent, pourquoi est-ce qu'elles sont véhiculées et comment effectivement elles étaient infondées ou en tout cas absolument pas liées et absolument pas réelles par rapport à ce qu'elles véhiculaient comme idée. Alors justement, qu'est-ce qui suscite ces idées reçues? Comment ça se fait finalement que le fonctionnement des coopératives agricoles, parce que je pense que c'est vraiment le fonctionnement, est à ce point méconnu? Le modèle coopératif est aujourd'hui méconnu, mais comme en fait ce qu'est la production agricole par rapport à la production de l'alimentation est méconnu. Donc ce qu'on a voulu faire dans ce livre, et finalement c'est corriger cette méconnaissance en reprécisant, finalement en réexpliquant par toute une pédagogie à travers ces 14 idées reçues, ce qu'était le lien que faisaient les coopératives agricoles entre la production agricole et l'alimentation au quotidien de nos concitoyens. Comment est-ce qu'elles répondaient à leurs attentes, comment est-ce qu'elles étaient organisées pour faire en sorte que cette chaîne alimentaire que nous incarnons, puisque nous sommes des agriculteurs, d'abord des agriculteurs qui avons créé nos outils de transformation collective, comment est-ce que nous répondions aux attentes des marchés et comment est-ce que nous faisions aussi aujourd'hui face à ce que sont les grands enjeux de société, le défi climatique, le défi démographique qui est aussi un vrai enjeu, le défi globalement des transitions agroécologiques dans lesquelles nous sommes engagés. Et c'est vrai que les coopératives agricoles, enfin je me suis encore rendu compte une fois de plus en lisant votre livre, c'est un système qui est à la fois complexe et très disparate. On a des toutes petites coopératives et puis à côté on a des géants. Donc comment est-ce qu'on fait le lien? Est-ce que finalement la réalité est la même d'une coopérative à l'autre exactement? Le géant, s'il y en a, il n'est jamais géant par nature. Il est géant pour répondre à un objectif collectif. Donc les petites, comme vous dites, celles qui sont très localisées, elles répondent finalement à des objectifs à la fois de production, de territoire qui correspondent à la taille qu'elles ont adoptée. Lorsque vous êtes sur des marchés beaucoup plus importants, le marché du sucre par exemple, le marché des produits laitiers, le marché d'un certain nombre finalement de productions que l'on connaît et qui sont contraintes finalement à des impératifs économiques auxquels nous devons faire face, eh bien ça nous a obligés au fil du temps à nous organiser aussi de fil en aiguille, collectivement, d'une coopérative avec une deuxième coopérative, puis éventuellement une troisième coopérative, pour pouvoir répondre à ces défis collectifs, nous adapter aux évolutions du marché et faire en sorte que nous puissions, du coup, continuer de répondre à ce qu'est notre initiative et notre origine dans la démarche que nous poursuivons, c'est celle de répondre aux attentes des adhérents des coopératives pour trouver de la valeur, pour trouver de la création de valeur sur les différents marchés de leur production. Alors, on va reprendre l'une des idées reçues, c'est notamment la rémunération des agriculteurs, l'idée reçue étant que les coopératives les rémunèrent mal. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce que vous pouvez démystifier un peu cette idée reçue? D'abord, l'engagement d'une coopérative, c'est de collecter l'intégralité de la production des exploitations de ses adhérents. Ensuite, son engagement, c'est d'y trouver la meilleure valorisation possible sur le marché. Et c'est à partir de la valorisation qu'on a trouvée sur ces différents marchés que l'on peut, du coup, rémunérer les agriculteurs
par rapport à la production qu'ils ont apportée à la coopérative. Donc on parle en général d'ailleurs pas de commercialisation, mais on parle d'apport de production. Et en fait, la coopérative, pour être précis, est le prolongement de chacune des exploitations des agriculteurs qui y sont adhérents. Il n'y a donc pas de relation commerciale. Et donc cette rémunération, elle s'organise au fil du temps en plusieurs actes. Il y a évidemment une rémunération à l'origine de l'apport. Il y a ensuite, en règle générale, soit un stockage ou une transformation de la production agricole pour la rendre accessible à un marché. Et du coup, ça peut donner l'objet d'une deuxième rémunération en fonction de la valeur qu'on a trouvée instantanément sur le marché, ce qu'on appelle un complément de prix. Et puis, il y a une troisième phase de rémunération qui est celle que nous faisons en fin d'année, en fin d'exercice, lorsque nous constatons le résultat sur une année, au moment où nous clôturons nos comptes, qui fait l'objet de ce qu'on appelle des ristournes, c'est-à-dire sur le résultat, on renvoie une partie du résultat aux adhérents. Donc, en fait, la confusion qu'il y a souvent dans la rémunération, c'est celle qui consiste à ne considérer que la rémunération au moment de l'apport de la production, alors que la rémunération, elle se construit au fil du temps. Et en plus, comme chaque adhérent est aussi sociétaire de sa coopérative, il a des parts sociales, il touche des dividendes, il touche des intérêts sur les parts sociales qui sont aussi un complément de sa rémunération. C'est vrai qu'on imagine souvent, et là vous venez de dire que finalement il y avait plusieurs chemins et que ce n'était pas juste l'apport, mais je crois que l'une des idées reçues majeures, c'est en fait les coopératives, c'est des genres d'associations, l'agriculteur apporte sa production et ça s'arrête là, et il n'y a pas de création de valeur générée par la coopérative. Ce que vous essayez de démontrer dans le livre, c'est que ça va plus loin que ça en fait. Bien entendu. Bien entendu, ça va plus loin que ça. En fait, chaque agriculteur ne se contente pas de faire un apport de production. Il est aussi sociétaire. Et comme sociétaire, il est engagé à participer à l'évolution stratégique, à la définition des objectifs qu'on va se donner collectivement. Chaque adhérent de coopérative a une voix. C'est un système démocratique des plus aboutis. Et comme chaque système démocratique, il a ses grandes qualités, il a aussi ses imperfections. C'est qu'à un moment, il y a une décision qui est prise par une majorité et qui s'applique à l'ensemble. Mais en tout cas, ce système démocratique permet à chaque adhérent de pouvoir venir s'exprimer sur ce qu'il souhaiterait voir comme évolution dans la coopérative pour mieux satisfaire ses intérêts. Sachant que, comme dans toute démocratie, la somme des intérêts particuliers ne peut jamais être l'intérêt général. Et on est aussi confronté à ça, on est confronté à cette envie de débat participatif, alors que nous devons effectivement avoir ce débat, mais aussi savoir décider. Et donc les coopératives sont engagées au fil du temps, pour répondre à votre question, dans l'aboutissement dans la création de valeur. C'est-à-dire qu'elles ont été à l'origine surtout des organisations de collecte de production et d'une commercialisation des produits bruts, mais elles sont de plus en plus engagées dans la transformation pour justement capter davantage de valeur au profit des agriculteurs et avoir une meilleure rémunération finalement de la production initiale apportée par les adhérents. Le rôle d'une coopérative, c'est également d'être transgénérationnel. Ce que je veux dire par là, c'est que la coopérative, c'est un outil collectif de territoire. Et nous l'avons hérité de nos prédécesseurs et nous l'avons emprunté à nos successeurs à qui nous devrons la léguer comme étant un outil collectif qui leur permettra de continuer, de perpétuer finalement leur activité d'agriculteur. Sur la création de valeur, j'imagine que vous chiffrez l'impact économique des coopératives agricoles. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? Il y en a un qui est assez, j'allais dire, éloquent et flatteur. C'est que les coopératives représentent aujourd'hui 40% de la valeur de l'agroalimentaire français. 40%. 40%, 45% même, je pense, aujourd'hui des produits de consommation que vous consommez aujourd'hui dans vos différents centres de distribution. Le deuxième chiffre éloquent, c'est qu'une marque que vous connaissez nationale sur 3 appartient à une coopérative. Comment ça, une marque sur 3 ? Une marque sur 3 que vous connaissez, comme Candia, comme Paysan Breton, comme Francine, comme Nicolas Feuillade. Je pourrais vous en citer évidemment des dizaines, et j'en ai cité quelques-unes, et vous m'excuserez pour celles que j'ai oubliées, surtout auprès de mes collègues. Mais une marque sur 3 appartient à une coopérative, appartient donc à un collectif d'agriculteurs qui finalement tirent de la valeur pour leur exploitation, pour leur rémunération, à travers ces marques qui sont aujourd'hui commercialisées. Vous disiez tout à l'heure que les coopératives agricoles étaient très engagées sur les enjeux de souveraineté alimentaire, notamment. Quelle place est-ce qu'elles peuvent prendre demain et quelles sont les innovations vers lesquelles elles doivent aller pour répondre à ces enjeux-là ? La question de la souveraineté alimentaire qui est apparue pendant la crise Covid et qui finalement se confirme avec cette guerre en Ukraine, nous, ça a toujours été quelque chose que l'on a révélé, sur lequel on a beaucoup insisté, travaillé, communiqué
auprès de nos différentes parties prenantes et notamment auprès des pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que nous voyons depuis une vingtaine d'années la production agricole française décliner et au profit finalement d'importations dans certaines productions. On importe par exemple un poulet sur deux que l'on consomme. On importe un poulet sur deux que nous consommons, qui vient du Brésil, qui vient de Pologne, qui vient éventuellement d'Ukraine d'ailleurs. On importe 50% des fruits et légumes que nous consommons, et donc nous voyons depuis une vingtaine d'années cette production agricole décliner. Et nous avons voulu, et le Covid finalement, tout l'état d'esprit qui s'est instauré autour de cette souveraineté alimentaire nous a finalement quelque part donné raison, sans doute, et nous voulons travailler aujourd'hui à ce défi de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir nourrir tous les Français, de même plus largement l'ensemble des populations, quels que soient, j'allais dire, les choix de consommation et quels que soient les moments de consommation. Ça veut dire, quand je vous parlais des poulets, c'est surtout dans la restauration à domicile que nous importons la nourriture, que ce soit en fruits et légumes ou en poulet. Et ce que nous voulons, c'est pouvoir reproduire aussi pour ces marchés-là, trouver de la valeur aussi sur ces marchés-là. Et donc, cette question de souveraineté alimentaire, elle s'adresse directement à nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes, ce que j'appelle moi, des entreprises qui sont indélocalisables. Nous sommes non délocalisables puisque nous sommes liés à un territoire, nous sommes liés à un collectif d'agriculteurs. Et donc, nous ne sommes pas délocalisables. Et pour nous, l'objectif prioritaire, c'est de pouvoir produire pour nourrir nos compatriotes, pour pouvoir nourrir les populations. Notre deuxième objectif aujourd'hui, c'est évidemment de pouvoir le faire tout en répondant à ce que sont les grands enjeux, les grands défis. Je vous ai parlé évidemment du défi climatique pour lequel nous sommes engagés. Il y a le défi énergétique, qui est un défi qui se pose immédiatement à nous. Et il y a évidemment ce fameux défi démographique, celui d'être en capacité aussi de pouvoir nourrir aujourd'hui 8 milliards depuis le 15 novembre et probablement en 2050 10 milliards d'habitants. Ce qui veut dire que nous devons produire plus, que nous devons produire mieux et que nous devons produire durable. Produire durable, c'est aussi trouver les hommes et les femmes qui viendront demain prendre le relais de nos activités pour perpétuer cet acte de production parce que l'alimentation n'est pas une option. Ce que j'allais vous dire, finalement, c'est la question derrière des vocations. Parce que s'il faut demain doubler, de ce que j'entends, la production de poulet pour répondre juste à la demande française, il y a un vrai enjeu à la fois de compétitivité vis-à-vis des marchés sur lesquels on importe, et ensuite de trouver évidemment les gens pour produire. Comment on répond à ça ? En fait, il y a effectivement ce défi économique. Ce défi de pouvoir le faire en mettant en œuvre aussi les solutions alternatives par rapport aux grands enjeux et aux grands défis auxquels nous devons faire face. Mais je pense que ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, c'est l'inscrire comme un défi de société, comme un nouveau pacte social de souveraineté alimentaire. Parce que notre problème, c'est que l'ensemble de nos compatriotes comprend bien quelle est l'importance de se nourrir, a éventuellement la volonté de se nourrir avec une alimentation locale, durable, qui plus est rémunère bien un agriculteur, mais ne fait pas forcément le lien avec le prix de son alimentation. Et notre problème, c'est que nous avons trop déconnecté depuis une vingtaine, une trentaine d'années, ce qu'est la réalité, la valeur, la juste rémunération de l'alimentation, et finalement ce qu'est l'acte de production. Et nous devons donc recréer ce lien entre la production agricole et l'alimentation, et faire en sorte que nos compatriotes, la société comprennent bien quel est l'enjeu aujourd'hui d'avoir une production agricole sur nos territoires, dans nos campagnes, une production agricole et des usines qui vont permettre de transformer cette production agricole en alimentation. Et ça, c'est le véritable enjeu auquel nous devons faire face. Et nous avions proposé au président de la République, à l'occasion de l'élection présidentielle, d'inscrire l'enjeu de souveraineté alimentaire comme un enjeu national majeur, comme défi finalement du quinquennat qui s'ouvrait. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre avec le ministre de l'Agriculture et avec l'ensemble de nos parties prenantes. Merci beaucoup Dominique Chargé. Je rappelle que vous êtes président de la coopération agricole et votre livre « Idées reçues sur les coopératives agricoles » qui est aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup. Merci Aurélie.